Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce webinaire sur les astuces et conseils pour la rédaction des CCTP pour la Propaille. Donc nous accueillons, comme vous le savez, Aymeric Prigent, qui est grand connaisseur du sujet. Donc moi, je suis Agathe Wiedemann. Donc je travaille pour l'association Ecobat, qui est un réseau de professionnels de l'éco-construction et l'organisme de formation Ecobat Développement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais un petit rappel et après je vous laisse la parole à Emeric. Donc Ecobat Développement, Ecobat, c'est un réseau de professionnels de plus de 500 professionnels du bâtiment et de l'insertion sociale. Nous, notre objectif, c'est de contribuer à l'essor de l'éco-construction solidaire. On est présent en Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Île-de-France, Pays de la Loire, Normandie depuis peu et Nouvelle-Aquitaine. Et à La Réunion et en Martinique également. Et nous, notre objectif, c'est de créer des groupements d'artisans locaux pour qu'ils apprennent à travailler ensemble, qu'ils se fassent confiance et qu'ils puissent répondre de façon commune ou en tout cas porter des affaires ensemble sur des chantiers et le maximum avec des techniques d'éco-construction qui incluent la paille, le chanvre, le liège, le bois et bien d'autres. Et du coup, pour faire monter en compétence ces adhérents, nous avons créé l'organisme de formation Ecobat Développement, où là, il y a plusieurs typologies de formations qui vont des formations techniques, pro paille, pro chanvre, pro construction, construction et autres, pardon, je suis en train de perdre mes mots, bâti ancien, etc. Et aussi sur la gestion d'entreprise, parce que comme beaucoup dans le bâtiment, vous êtes avant tout des artisans et vous devenez des chefs d'entreprise. Et ça, il faut être accompagné pour mieux faire. Et donc, ça va être tout pour moi. Merci en tout cas d'être tous présents et de vous intéresser à ce sujet. Et je te propose, Emeric, de te laisser la parole pour les 30 minutes à venir et de prendre les questions dans le chat. Comme ça, je pourrai les transmettre à Emeric à la fin. C'est parti? Merci. Et je coupe Bonjour à mon micro. tous. Donc, Aymeric Prigent, moi, je suis ingénieur spécialisé en construction paille depuis 2015. J'ai commencé historiquement plutôt à travailler sur de la maison individuelle, de l'accompagnement d'autoconstructeurs, comme beaucoup dans le réseau paille historique. Mais depuis 2018, je travaille exclusivement sur du marché professionnel et même encore plus sur des marchés publics. Je suis donc soit en tant qu'AMO, soit en tant que DET façade au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre sur des opérations, on va dire, entre 1 et 50 millions d'euros, où on va essayer d'intégrer la paille comme on peut dans toutes les formes où c'est intéressant et viable de le faire. Euh, j'ai été également impliqué dans le conseil d'administration du réseau français de la construction paille et de, pardon, j'ai été 2 ans à la présidence. Et actuellement, je suis simplement dans la commission formation du RFCP et en l'occurrence, ce module maîtrise d'œuvre, c'est moi qui en étais le rédacteur. Après, il y a des relecteurs, etc. Bon, c'est pas un projet personnel, hein, c'est vraiment un projet collectif du RFCP. Et, on va reparler un petit peu du coup à la fin de la formation, à la fin du webinaire un peu ce qu'il en est sur la formation maîtrise d'œuvre. Mais là, je voulais commencer déjà à vous introduire donc le propos du jour. Dans ce webinaire, on va commencer par essayer de vous donner un peu du concret quand même, que vous soyez pas venu juste pour une question de voir qu'est-ce que c'est que la formation. Alors, je vois qu'il y en a certains qui sont déjà formés depuis longtemps, peut-être d'autres qui ont déjà fait des projets et d'autres pas du tout. Où là, on va essayer de rentrer un petit peu dans des cas vraiment concrets et puis du spécifique de l'opérationnel sur différents aspects, donc notamment sur les astuces de rédaction de CCTP. Et donc, ouais, il y a pas mal de diapos avec beaucoup d'écrits parce que justement, on parle des pièces écrites des projets, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sexy d'un point de vue visuel, mais j'espère que ce sera très intéressant pour vous, ces petites notions-là. Ensuite, on voulait vous faire aussi un petit retour d'expérience sur une opération sur laquelle on va comparer des maisons paille et des maisons briques, voir ce que ça veut dire d'un point de vue RO 2020. Et puis enfin, on présentera la formation.
Alors, tout d'abord, sur la question dans le CCTP, un élément assez important, c'est d'exiger la compétence ProPaille. Ça, c'est quelque chose où normalement, quand vous avez suivi la formation ProPaille, on vous en a parlé, mais bon, je trouve que c'est toujours bien d'en remettre une couche. C'est quelque chose qui est bien décrit à la page 15 des règles pro, hein, qui dit que toute personne qui conçoit ou met en œuvre, d'après le référentiel des règles pro, doit avoir suivi la formation ProPaille. Donc ça, c'est important de le rappeler dans vos pièces de marché et, euh, et du coup de faire quelque chose, rester en technique courante puisque vu que c'est les règles pro qui sont validées et que dans les règles pro, c'est marqué qu'il faut avoir la formation ProPaille, donc ça veut dire par ricochet que pour être en technique courante, il faut bien avoir suivi la formation ProPaille. Et ça, il faut que ça se retrouve dans vos pièces de marché. Et là, c'est une proposition. Après, vous pouvez un peu remasteriser un peu cette phrase-là. C'est un peu une phrase type, mais en tout cas, de bien préciser que l'entreprise qui met en œuvre et qui déploie la solution paille devra justifier d'une formation ProPaille. À savoir que la formation ProPaille est une formation, ce sont les personnes qui sont qualifiées, et donc il faudrait pouvoir nommer la personne qui est responsable de la mise en œuvre de la paille. Éventuellement, dans le cadre de préfabrication, on peut avoir une exigence où on va demander à ce qu'il y ait une personne à la conception, bureau d'études de l'entreprise qui soit formée, euh, une personne responsable d'un point de vue atelier, mise en œuvre de la paille dans les caissons qui soit formée, et également une personne responsable sur la partie mise en œuvre levage sur site. Donc là, ça va dépendre un peu des configurations, mais sur des grosses opérations, on va avoir souvent des boîtes où c'est assez segmenté entre les personnes qui font du dessin, les personnes à l'atelier et les personnes sur chantier. Moi, ça me semble important en fait d'exiger dès la réponse à l'appel d'offres que l'entreprise puisse identifier, en effet, oui, on a bien telle et telle et telle personne qui sont qualifiées dans l'entreprise. En tout cas, c'est telle personne qui va être responsable de la question de la paille dans l'entreprise. Deuxième point, c'est la question de la qualification du matériau. Là, pour le coup, normalement, c'est pas très compliqué parce que dans vos pièces écrites, vous faites toujours référence au texte de référence et donc aux règles pro. Donc, à la limite, il suffirait juste de dire qu'on a besoin d'avoir des bottes de paille qui répondent pardon, aux règles professionnelles et du coup, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Après, je trouve ça assez intéressant quand même de rajouter les points vraiment spécifiques sur le matériau paille, donc sa densité, son taux d'humidité, l'absence de taches sombres, etc. Mais surtout après, dans le CCTP, de bien décrire qu'on aura une fréquence de contrôle et l'exigence de le consigner dans un bordereau de contrôle de type annexe A1 des règles pro. Comme ça, l'entreprise ne pourra pas dire après coup, ah ben non, mais nous, on ne savait pas, etc. Là, au moins, dans vos pièces de marché, c'est bien décrit qu'ils doivent vous remettre un bordereau de contrôle des bottes de paille. Ensuite, si on avance un petit peu dans ce sujet-là, il y a aussi des pièges à éviter hein, dans vos rédactions de CCTP. C'est un truc que moi, je vois assez fréquemment en tant qu'AMO sur des projets où je me dis, c'est pas très bienvenu. C'est le fait d'imposer des dimensions précises pour les bots. On voit très souvent dans les HTTP, les bots seront de dimension 37, 47, 90 ou des choses comme ça. Des choses qui sont un peu des copier-coller des règles pro, mais qui pour le coup n'ont aucun intérêt parce que dans les règles pro, ce sont des exemples de dimensions. Et en fait, dans votre conception, la seule aspect qui vous intéresse, c'est l'épaisseur, parce que l'épaisseur de l'isolant, c'est l'épaisseur de votre paroi, donc l'emprise au sol, la chable et compagnie. Et puis, c'est votre performance thermique. Donc, on n'a que l'épaisseur, en fait, qu'on doit indiquer. Et je dis ça parce qu'aujourd'hui, euh, vous avez déjà, d'un point de vue des bottes agricoles, il y a énormément de modèles différents de botteleuses. Et donc, on va avoir parfois 47, parfois 46, parfois 49 pour l'écartement entre montants. Donc, je pense il n'y a pas d'intérêt à rentrer trop dans le détail là-dessus. Et si en plus on rajoute à ça les nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché avec justement des bots qui sont optimisés pour le saturbois, donc plutôt avec des anthrax à 60 et qui font des bots qui sont à 56 cm en général, en quoi ça vous dérange d'avoir des bots de 56 cm? A priori, en rien, voire même c'est plutôt favorable puisque ça veut dire qu'il y aura moins de bois et donc économiquement, ça devrait être plutôt intéressant et thermiquement aussi plutôt intéressant. Donc voilà, restez vraiment concentré sur le fait que votre besoin, c'est un besoin d'isolation, donc d'épaisseur de paroi, et c'est tout. De bien décrire, donc quand on parle d'épaisseur,
à part pour certaines techniques de construction paille. Là, je généralise un peu, mais c'est vrai qu'il y a certaines techniques où on n'est pas contraint par l'épaisseur de l'ossature. Et donc, pourquoi pas avoir des bottes en 37, 36, 38 cm. Par contre, quand on va être le gros classique inséré dans l'ossature bois préfabriqué, il faut bien décrire des bottes en 36 cm parce que tous les standards ossature bois sont en 36 cm. Que ce soit du lamellé collé, que ce soit de la poutre en I. En tout cas, voilà, on a ce standard qui existe. Et donc, je vous dis ça parce que j'ai déjà vu des bottes qui étaient décrites en 38. Donc, on a des entreprises qui ont acheté du lamellé collé en 40 cm d'épais pour le refendre, pour faire du 38, ce qui fait évidemment exploser les coûts. Donc, faites attention à ça, restez sur du 36. Normalement, vous en avez déjà parlé dans la formation ProPaille, mais dans les règles pro, c'est marqué que la paille sera préférentiellement issue de l'agriculture biologique. Mais en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui est à reporter à un avenir lointain et souhaitable peut-être. Mais aujourd'hui, dans l'état actuel de l'agriculture, mettre de la paille bio dans les murs, ça veut dire enlever de la paille bio des réseaux agricoles bio type élevage, maraîchage, qui eux ont besoin de paille bio. Et donc, on n'a pas d'intérêt à nous avoir il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée, nous, à avoir de la paille bio dans nos murs. On pourrait dire oui pour l'impact environnemental, sauf qu'aujourd'hui, la filière bio est déficitaire en paille. Donc, il vaut mieux laisser la paille bio à l'élevage et au maraîchage qui en a besoin, plutôt que de nous l'enfermer dans des murs où il n'y a pas vraiment d'interaction avec l'habitant avec ça. Ensuite, il y a un élément qui peut arriver, c'est que vous ayez des maîtres d'ouvrage qui veulent fournir la paille. Alors, c'est pas très fréquent, ça peut arriver. Je dis pas que c'est forcément impossible, mais attention avec ça. Le cas classique, ça va être les petites communes rurales où il y a des agriculteurs dans le conseil municipal, soit pour leur faire plaisir, ou soit parce que même carrément, eux, ils disent, allez, moi, j'offre la paille pour le projet de la commune, ça arrive. Donc, c'est très bien, c'est louable, c'est local, etc. Ça a des intérêts, c'est clair, ça a des intérêts. Mais attention d'un point de vue contractuel, parce que d'un côté, vous imposez un matériau, vous dites, vous devez utiliser cette paille-là, ce que vous avez le droit de faire. Hein. Même en marché public, on a le droit de faire ça, que le maître d'ouvrage fournisse de la matière. Mais d'un autre côté, vous dites qu'il faut respecter les règles pro. Or, dans les règles pro, c'est celui qui met en œuvre qui qualifie le matériau. Et donc, qu'est-ce qui se passe si celui qui qualifie dit ah ben en fait moi ça me convient pas. Donc vous arrivez dans une contradiction dans votre contrat avec l'entreprise parce que d'un côté vous lui dites vous devez utiliser cette paille là et d'un autre vous lui dites c'est toi qui en es responsable et s'il dit bah moi en tant que responsable je suis pas d'accord, on a un problème. En général on arrive à le résoudre mais faites attention à ça et en tout cas c'est pas quelque chose qui est à prôner. Voilà, si ça arrive on va essayer de le gérer mais faites attention à ce truc là. Ensuite, toujours dans la qualification du matériau, moi je trouve ça super important de poser des questions dans les mémoires techniques des entreprises parce que c'est là qu'on va voir les entreprises qui sont expérimentées, rodées, qualitatives, celles qui en ont déjà fait mais qui maîtrisent moyennement leur sujet et celles qui voient même pas de quoi on parle. En fait, en leur posant la question, on va très très vite voir lesquelles font juste un copier-coller des règles pro et parce qu'ils n'ont pas trop compris ce qu'on veut d'eux et ceux qui en ont déjà fait, qui ont déjà de la bouteille et qui vont développer leur expérience. Et là, on se dit, ah, eux, ils ont l'air beaucoup plus intéressants. Et donc, en termes de notation technique, ce genre de questions-là est très, très important. Donc, première question, c'est de leur demander leur réseau d'approvisionnement et ensuite leur process de qualification du matériau. Par exemple, une entreprise qui vous dit ah bah moi j'achète chez Profibre ou chez Isole en paille et du coup c'est bon, elle est conforme. Déjà, il n'a pas compris les règles pro. Parce que celui qui met en œuvre, c'est celui qui qualifie. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de discriminant assez important. Autre chose que depuis quelques temps je commence à faire, c'est très en amont de mes entreprises de quels appareils de mesure est-ce qu'ils disposent pour faire les contrôles d'humidité et les contrôles de masse volumique. Je vous dis ça parce que très très souvent, on se retrouve avec des boîtes qui sur chantier disent l'humidité quoi? Non, je passe jamais ça, moi j'ai pas ça, ça n'existe pas, je sais pas où ça vient, où est-ce que je peux en acheter, voilà. Même s'ils sont pas forcément réticents, ils sont même pas au courant que ça existe, ils sont même pas au courant de ce qu'ils doivent faire. Donc ça peut paraître fou, mais en fait il y a pas mal de gros projets. Là, je vous parle de trucs, voilà, sur du gymnase, sur du lycée, des boîtes qui savaient même pas ce que c'était qu'un humidimètre à paille.
Donc, si on leur pose la question dès l'appel d'offres de dire quels sont vos appareils de mesure, on va voir déjà aussi, encore une fois, ceux qui ont compris, ceux qui n'ont pas compris. Et éventuellement, même s'ils n'avaient pas pensé au truc, ils vont dire ah merde, vu qu'on me pose la question, il va falloir que je m'équipe. Et ils vont le faire du coup très en avant. On va pas s'en rendre compte quand le projet il est en route. Ensuite, autre élément, c'est que il y a dans la construction bois d'une manière générale, il y a une grosse mode et il y a un gros péché d'orgueil sur le hors-site. C'est la grosse mode du hors-site, la préfa, c'est magnifique, tout va bien, etc. Or, clairement, d'expérience, la préfa, il y a énormément de sinistres. Et surtout pour des questions d'infiltration d'eau, on va en parler un petit peu après. Donc faites vraiment attention à ça. Et ce qu'il faut leur demander, c'est de dire, OK, vous allez contrôler des bottes à votre atelier. Franchement, il y a quasiment aucune raison qu'ils trouvent des bottes humides quand ils se font livrer des bottes, qu'ils fabriquent en atelier, tout est à l'abri. Jamais de problème en fait. Par contre, il y a très souvent des problèmes sur site. Donc, il faut leur demander, OK, nous, on veut que sur site, on puisse déclencher un contrôle et dire, bah voilà, on a un doute, la maîtrise d'œuvre a un doute, donc on veut que vous fassiez un contrôle. Comment vous faites? Et ça, c'est quelque chose où, encore une fois, vous verrez les entreprises qui ont de la bouteille et ceux qui n'en ont pas du tout, euh, et ça leur mettra la puce à l'oreille. Et ensuite, l'étape 2, c'est de dire, bah, si jamais on détecte des bottes qui vont pas, des bottes qui sont humides, comment vous faites pour les remplacer sur site? Et là, encore une fois, on verra ceux qui savent de quoi ils parlent. Après, sur la question de la mise en œuvre, c'est super important de faire référence à l'annexe A2 des règles pro et de tout de suite dans vos pièces écrites dire que cette fiche d'autocontrôle ou fiche contrôle qualité de mise en œuvre des bottes de paille sera exigée au moment des DOE. Et après, il peut y avoir un travail de maîtrise d'œuvre, de coordination là-dedans, parce qu'en fonction des projets et en fonction de l'allotissement, il est possible que vous ayez plusieurs entreprises qui soient concernées par le remplissage de l'annexe A2. Donc, faites attention à ça. Éventuellement, il y aura peut-être des adaptations. C'est pas une seule boîte qui remplira tout. Alors, ce que je vous dis, c'est attention dans cette annexe A2, c'est que la qualification du support paille pour les enduits est quasiment pas décrite. Elle est quand même la partie enduit dans la fiche d'autocontrôle là, elle est ultra light. Donc n'hésitez pas à rajouter des choses. Éventuellement, vous pouvez vous créer votre propre fiche d'autocontrôle. Donc vous pouvez prendre celle des règles pro. Hein. De toute façon, elle est là pour être utilisée. Donc vous pouvez la prendre et rajouter des items dedans si vous trouvez qu'il y a des items qui sont pertinents. Et notamment, là, je vous alerte sur la question des enduits et surtout du support d'enduit, où il n'y a rien du tout dans cette annexe. Donc de rajouter des items que l'entreprise devra compléter. Donc, quels sont les dispositifs anti-déversement la question du contrôle de l'état de surface de la botte de paille, pas de trou, pas de vide, pas de bosse, etc. Que les remplissages complémentaires, ça c'est aussi important de le rappeler, qui doivent être réduits au minimum et que tout remplissage complémentaire doit être compatible en tant que support d'enduit qu'il y a sur la paille, donc support d'enduit chaud traditionnel épais, et ça, c'est loin d'être gagné pour toutes les boîtes d'avoir compris ça. Il y en a plein qui vous mettent des trucs. Ah oui, mais ça, c'est super enduit. Oui, mais pas du tout les mêmes enduits. Si vous mettez un bout de Stovantec, oui, d'accord, mais les enduits qualifiés sur Stovantec, c'est pas du tout des enduits chauds traditionnels qu'on va mettre sur de la paille. Et enfin, de prévoir dans vos CCTP et des lignes dans le DPGF sur la mise en œuvre d'une trame. Alors, il y en a certains qui sont pas forcément pour mettre de la trame partout, etc. Certes, sauf que il arrive très souvent que sur chantier, on dit ah en fait il y a de la fissuration là, en fait on n'avait pas prévu, mais là il y a un changement de support et du coup ça peut créer des points de faiblesse, etc. Au moins, si c'est prévu dans vos CCTP, si c'est prévu dans vos DPGF, ils pourront pas vous mettre des travaux supplémentaires à cause de ça. Ce sera déjà prévu, ce sera déjà chiffré. Sachant que ça va pas chercher très loin. Hein. De la trame, ça vaut à peu près 3 euros le mètre carré. Et en termes de mise en œuvre, c'est quasiment négligeable par rapport à ce qui va être déployé pour faire des enduits épais qu'on met sur de la paille, hein, sur du 4-5 cm qu'on va mettre. Voilà. Après, sur les enduits intérieurs, c'est peut-être un peu moins sensible, c'est vrai que je l'ai pas précisé là. C'est beaucoup plus pour les enduits extérieurs où il y a un enjeu. Après, l'autre élément donc, qui est couplé avec ce que je disais tout à l'heure sur le process de contrôle et de remplacement sur site dû à de l'infiltration d'eau,
c'est très très important dans les mémoires techniques de leur demander plusieurs choses. Donc vous allez avoir des exigences et ensuite leur demander dans les mémoires techniques comment ils font. Donc dans vos exigences, c'est de bien préciser que toutes les élingues de levage et de transport devront être rabattues, scotchées si jamais il y a du stockage temporaire, voire les, les murs, si jamais ils sont sur des racks, que les racks soient bâchés, que toutes les têtes de mur, tiens, j'ai fait un super truc là, les protections CXT, je me suis enflammé un peu. Les protections des têtes de mur soient faites avec des membranes étanches. Alors pendant des années, on a bricolé avec des couvertines réemployées, donc pourquoi pas, ça peut marcher. Hein. Il y en a qui utilisaient carrément des revêtements de sol souples, des chutes de PDM, des choses comme ça. Donc ça fonctionne. Hein. C'est des éléments qui sont étanches. Là pour le coup, il n'y a pas de doute sur le fait que le PDM c'est étanche. Mais aujourd'hui, il existe des membranes étanches auto-adhésives faites exprès pour de la protection de chantier. Donc, je vous cite justement 3-4 marques là, Siga Wetguard, le Proclima Adero, Nuke, d'ailleurs Nuke c'est avec un K, le BOG. Voilà, il y a d'autres marques qui font ça, hein. Mais à la base, c'est des membranes qui ont été faites pour protéger les CLT en face chantier. Donc, c'est bien fait pour protéger du bois à l'horizontale, ce qui n'est pas du tout le cas d'un pare-pluie ni d'un pare-vapeur. Vraiment, attention, attention, attention à ça. La pratique des entreprises, et même c'est ce qui est décrit dans le DTU, dit que pour protéger les têtes de mur, il suffit de rabattre le pare. Or ça, l'expérience montre que ça ne marche pas. Si vous avez 3-4 gouttes, ok, mais par contre, quand vous avez des ouvrages qui restent exposés plusieurs semaines, voire plusieurs mois, quand on fait des opérations à quelques milliers de mètres carrés, entre le premier mur posé et la mise hors d'eau du bâtiment, il va se passer allègrement plusieurs mois. Là, clairement, ce genre de système de rabat le parapluie, ça ne marche pas du tout. Si vous faites une maison individuelle et qu'il y a la couverture dans une semaine, bon, ça peut se discuter. Mais sinon, voilà, bref, faites vraiment, vraiment attention à ça. Des protections en tête de mur. L'intérêt de ces trucs-là, c'est qu'ils sont auto-adhésifs. Donc, il n'y a pas besoin de les caler, de les fixer, de machin. Donc, ils collent à la paroi et c'est tout. Ils sont bien étanches à l'horizontale et ils ne vous gênent pas en termes d'épaisseur. C'est-à-dire qu'ils vont rester en œuvre. On va pouvoir empiler les murs si jamais on a plusieurs étages. Ils gênent absolument pas, ni pour empiler, ni pour tout ça. Et en plus de ça, c'est des membranes qui sont perspirantes. Donc, s'il y a un peu d'humidité en surface, etc., ils vont être capables de ressécher dans le temps. Et également de bien décrire toute la gestion des réservations, des jonctions, des points singuliers que vous pouvez avoir dans vos parois. C'est à vous aussi de faire un travail là-dessus de comment on veut gérer ces points singuliers. Et en conséquence, de mettre dans vos DPGF des lignes de coûts de combien ça coûte la protection provisoire de chantier. Comme ça, encore une fois, l'entreprise ne pourra pas vous le dire. Moi, j'ai eu un cas d'une entreprise à côté de Rennes qui livrait des murs à côté de Brest et qui, en toute décontraction, nous disait mais nous, on ne protège jamais nos murs, on n'a jamais de problème. Donc, moi, ce que je leur disais, c'est mais, du coup, ça veut dire que 100% de vos murs en ossature bois isolés en laine de verre, ils ont pris l'eau. Hein. Donc là, nous, on vous fait chier parce que c'est de la paille, mais en fait, tous vos murs en ossature bois, ils sont pleins de flotte. Donc, vraiment, on en trouve des comme ça. Hein, donc, faites gaffe à ça. Et eux, leur réponse, c'est de dire ah, mais attendez, on l'a pas chiffré. Si vous voulez qu'on le fasse, on peut le faire, mais du coup, on vous rajoute des travaux complémentaires là-dessus. Parce que nous, c'est pas chiffré là-dedans. Ce qui, en fait, est inadmissible parce qu'ils doivent, de fait, protection de leurs ouvrages jusqu'à livraison. Et ça s'est réglé comme ça, de toute façon, à coup de recommandé. C'est quand même mieux si vous n'avez pas besoin de faire ça, que l'entreprise, elle est, dès le début, elle est bien au courant de ce qu'elle doit faire, qu'il y a bien une ligne dans votre DPGF, et du coup, c'est clair. Voilà. Et ensuite, je vous dis vraiment attention, parce que là, on a beaucoup d'exigences entreprises, mais attention à vous en tant que maîtrise d'œuvre. Ça, on en parle beaucoup dans la formation, justement, que pour moi, y a au moins 50% des désordres, ils sont dus à des problèmes d'esquisse. Dès l'esquisse, il y a des choses qui sont dessinées qui ne marchent pas ou qui sont très, très, très accidentogènes. Donc voilà, faites gaffe à ça. Les chaînons en tête de mur, les EP qui passent à l'intérieur des murs, on en voit plein. Vraiment, ne faites pas ce genre de choses. Voilà, je vais pas le détailler maintenant parce que c'était pas l'objet, mais vraiment faites gaffe à ça. C'est bien d'avoir des exigences sur les entreprises, mais il est aussi important que la maîtrise d'œuvre se remette en question et dessine pas des trucs qui, même avec la meilleure boîte du monde, va avoir des problèmes. Donc, dans les mémoires techniques, eh ben, l'idée, c'est de leur demander un peu tout ça, de dire, bah,
quelles sont leurs conditions de stockage en amont si jamais il y a de la préfabrication. Parce qu'encore une fois, il y a des boîtes qui vont stocker, ils ont des ateliers, ils ont des espaces de stockage, tout est à l'abri, tout va bien. Mais il y a aussi pas mal de boîtes qui font de la préfa et ça leur pose pas de problème de fabriquer des murs pendant 2 mois, de les laisser sur le parking pendant 2 mois. Donc ça, pour moi, ça doit être alerte au moment du dossier technique. Ensuite, leur demander un peu le type de transport, les types de protection qu'ils mettent pendant le transport, le stockage sur site, etc. Ici, il faut qu'ils puissent vous fournir des photos de projets qu'ils ont fait précédemment, à quoi ressemble leur camion, à quoi ressemble leur stockage chez eux, leur stockage sur site, etc. De décrire un peu leur process de levage, notamment où est-ce que sont situées les élingues, parce que là, il y a beaucoup d'écoles différentes dans les questions de levage, et vous devez pouvoir du coup avoir un regard critique sur est-ce que c'est risqué ou pas leur moyen de levage d'un point de vue infiltration. Et donc justement, comment est-ce qu'ils vont gérer la protection en tête de mur, tous les points horizontaux, donc notamment les allèges de fenêtres également, et la gestion de tous les trous, toutes les réservations, et notamment les trous d'émergence. Donc voilà un peu pour les questions d'astuces CCTP. Alors, c'est pas exhaustif total, on n'a pas géré tout ce qui peut se mettre dans un CCTP, mais j'ai essayé de vous mettre des points d'attention sur les éléments très importants et récurrents qu'on a sur les différents projets. Après, c'est un sujet qu'on développe beaucoup plus dans la formation, mais là, au moins, vous avez déjà un peu de concret et d'efficace, je l'espère, sur ces parties-là. Est-ce qu'on peut peut-être répondre aux questions maintenant sur cette partie avant d'attaquer le retour d'expérience? Eh ben écoute, complètement. Là, on a déjà des questions sur la partie. Il y avait Andrea qui posait pardon, la question sur quel appareil faut-il pour l'humidité? Donc j'ai répondu, mais je préférais que tu Alors, répondes. est-ce que vous avez fait votre propagule? Parce que normalement, si vous n'avez pas utilisé de midimètre pendant la propagule, il y a un gros problème. Euh, Vous pouvez parce prendre que la parole. ouais, Alors, en cours de formation. cours de formation. Ok. C'est des humidimètres spécifiques bottes de paille, hein. Je vais quand même répondre à la question, mais Hmm. c'est des humidimètres spécifiques bottes de paille. Il y a plusieurs marques, il y a plusieurs modèles, mais c'est quelque chose qui est bien détaillé dans la propagule. Vous avez même dans la formation, normalement, vous avez des fiches techniques de pas mal de modèles qui vous permettent de voir un peu ce qui existe et ce qu'il est possible de mettre en œuvre. C'est en général la majorité, c'est des grandes tiges avec en fait ça mesure le différentiel de résistivité entre deux pôles et ça déduit le taux d'humidité de la paille. Après, il en existe aussi avec deux tiges qui ça fonctionne sur le même principe, mais au lieu d'avoir une seule tige séparée en deux parties, ce sont ces deux tiges qui rentrent. Mais voilà, c'est vraiment des humidimètres spécifiques à la paille en botte. Parce qu'il existe également des humidimètres pour la paille en vrac. Voilà, faut faire attention à ça. Très bien, merci. On avait une autre question qui était sur l'obligation de ProPaille pour la mise en œuvre, quid des concepteurs? Donc j'imagine, est-ce que c'est pour les concepteurs, c'est aussi obligatoire? Oui, oui, c'est ce qui est marqué, page 15 des règles pro. Toute personne qui conçoit ou met en œuvre de la paille dans le bâtiment doit avoir suivi la formation ProPaille. Alors pour les concepteurs, il y a une jurisprudence un peu assurantielle et notamment, alors je l'ai pas sous la main, mais c'est que la MAF avait répondu à cette question-là en disant il faut quelqu'un de qualifié dans l'équipe de maîtrise d'œuvre. Voilà, ça peut être l'architecte, ça peut être le bureau d'études structure, ça peut être le bureau d'études thermiques éventuellement, ça peut être l'économiste. Il faut qu'il y ait un référent ProPaille dans l'équipe de maîtrise d'œuvre. Voilà. C'est pas là forcément nécessaire que chacun le soit. Après, mon point de vue, c'est que c'est quand même mieux, notamment du côté archi, parce que voilà, il y a plein de points singuliers où on développe dans la ProPaille et c'est vachement important d'avoir cette vision globale de l'intégration de la paille dans le bâtiment. Mais voilà, en tout cas, c'est la réponse qu'on peut faire, c'est qu'il faut quelqu'un de qualifié ProPaille dans l'équipe de maîtrise. Très bien, je pense que c'est très clair. En tout cas, on nous dit que c'est très clair dans le chat. Donc, pas d'autres questions. Donc, on peut continuer. Ok, alors j'enchaîne. Donc sur un petit retour d'expérience sur une opération un peu singulière, c'est avec un bailleur social où pour différentes raisons, ils ont décidé c'est une opération où il y a un petit collectif et des maisons. Toutes les maisons, c'est des maisons accolées deux par deux. Et il y a une partie des maisons qui sont faites
on va dire dans leur process classique qu'ils ont eu toujours l'habitude de faire, briques ITI. Et l'autre où ils se sont dit, tiens, on va essayer la solution paille. Et donc, il y a une autre partie dans le même lotissement, hein, de maisons qui ont exactement la même gueule, tout pareil, mais qui, elles, sont ossature bois isolé paille. Voilà, donc on a vraiment les options. Je vous ai mis une image d'un des cas de maison, parce qu'il y a des T3, il y a des T4, mais bon, ça change pas grand-chose au concept. À chaque fois, c'est des maisons à coller avec les garages mis à l'extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, sur cette opération-là, on a des maisons qui sont strictement identiques en termes de chab, en termes de forme, l'isolation du sol, l'isolation de la toiture, les menuiseries, voilà, tous les autres paramètres sont exactement les mêmes. Le seul truc qui change, c'est la composition des murs. Donc c'était pour moi un peu une mine d'information sur l'impact de passer à de la paille ou pas. Il y a des choses sur le Bébio où pour moi c'est pas normal et j'en ai discuté un peu avec le thermicien et pour moi il n'a pas fait son travail de façon assez détaillée et c'est ce qui explique qu'on a finalement des résultats qui sont pas très logiques. Mais bon, du coup, on peut quand même tirer des conclusions sur la partie carbone. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc, pour vous voyez bien les deux compositions de parois, on a une option, je dirais, voilà, construction type RE 2020 Light en briques. Bon, ça fait un R quasiment de 5, mine de rien, hein, donc avec son brique alvéolaire isolante, là, 20 cm plus ITI, BA13, machin et l'option paille avec le mob en 220. Alors pour information, à la base, c'était parti en 360. Pour des questions d'économie, quand les bottes de 22 sont arrivées un peu sur le marché, il y a eu donc ce transfert enfin, cette conversion pardon, des compositions de murs qui est passée en bottes de 220. Ça fait moins de bois, aussi bien en anthrax qu'en épaisseur. C'était intéressant économiquement. Et en fait, le surplus pour compenser la thermique, de rajouter le doublage, au lieu d'avoir un doublage 45 mm, d'avoir un doublage 100 mm, ça change pas grand-chose parce que la main-d'œuvre est la même. Donc finalement, le surcoût en matière est assez indolore. Donc finalement, vraiment, cette opération-là, c'était beaucoup plus logique de faire du 220 plus doublage intérieur plutôt que de rester sur du 360. Et je précise aussi que de toute façon, les doublages étaient isolés. Et c'est très souvent le cas quand on fait du logement collectif. Bon, là, c'est des maisons à coller, mais on a du coup le même problème. Logement collectif et ou du scolaire notamment, ça va être la transmission du son par les parois ossature bois. Et la seule solution pour régler ce problème, ou en tout cas la solution facile et efficace pour le faire, c'est d'isoler les doublages. Voilà. Donc voilà, de toute façon, il y avait l'isolant de doublage. Passer de 45 mm à 100 mm, ça ne coûtait pas grand-chose. C'était pour que visuellement, vous voyez un peu la tête de nos deux compositions. Après, je vous l'ai un petit peu décrit. Donc, le mur en brique, on a un R de 5, alors que la paille, on a un R de 8. Hein, donc, clairement, on ne parle pas de la même chose d'un point de vue résistance thermique et donc d'un point de vue BBO, IC énergie, etc. Mais comme je vous disais, le calcul du thermicien, pour moi, il est trop bizarre et notamment, je pense qu'il n'a pas bien pris en compte les orientations. Mais bon, bref, je ne vais pas rentrer du coup dans le détail puisque je n'ai pas des chiffres très intéressants là-dessus. On a donc aussi pas la même épaisseur de paroi. Hein. On le voyait déjà ici, hein, voilà, 348 et 449. Ce qui, mine de rien, joue sur la chab. Dans certains projets, c'est pas grave, dans d'autres, ça peut l'être, en fonction d'où est-ce que vous construisez, la quantité et le prix du foncier. Et ensuite, donc voilà, là où les deux projets vont se démarquer, c'est la question seuil carbone, prix qu'on met en face. Donc l'objectif d'aller faire de la paille, c'était justement d'aller tester des opérations à l'horizon 2028-2031. On peut dire que c'est une réussite parce que là, les maisons isolées en paille, et comme je vous dis, tous les autres paramètres n'ont pas changé, hein, sachant que les garages sont en parpaing, on est en fenêtre double vitrage, on est pardon, en dalle béton isolée en sous-face, en, en ourdi polystyrène, etc. Donc ils n'ont pas trop changé ces paramètres-là. Ils ont juste changé la composition des murs. Et pourtant, on passe quand même d'un seuil 2025 à un seuil 2031. Donc la question, c'est oui, le fait de passer en paille nous permet d'atteindre allègrement les seuils
IC Construction 2031, alors qu'en briques, on plafonne à 2025. Et on voit que même en grattant à droite à gauche, on n'arriverait pas à atteindre le seuil 2028. Donc ça, c'est assez intéressant comme enseignement, je trouve. Par contre, ce qu'on a en pendant, c'est la question de la différence du coût des parois, où, bon, si on a l'occasion de se voir en formation sur la maîtrise d'œuvre, on développera parce que le coût d'une opération, c'est pas juste le coût des parois, il y a beaucoup d'autres sujets, notamment l'équilibre qu'on va avoir avec les types de systèmes, avec les fondations, etc. Parce que construire en bois, c'est plus léger. Donc potentiellement, on économise sur les fondations. Mais ça, sur de la maison individuelle, c'est pas trop vrai. Parce que finalement, les fondations, on ne peut pas forcément diminuer proportionnellement quand on fait de la maison individuelle. C'est plus vrai sur des plus gros bâtiments, des choses qui montent en hauteur. Et puis après, il y a les questions de système où le plus je suis isolé, le moins j'ai besoin de système et donc le plus c'est intéressant. Et ça, typiquement sur cette opération-là, je fais une parenthèse, mais on l'a vu sur le petit collectif. Le bâtiment collectif, au lieu d'avoir euh, une unité de production de chaleur par logement, on se retrouve à avoir une seule unité de chauffage centrale pour tout le monde. Et en gros, en faisant ça, on a divisé par 8 le coût d'installation des appareils de chauffage eau chaude. Donc oui, nos murs coûtent plus cher, mais grâce à nos murs, on a divisé par 8 le coût des systèmes. Et le bailleur social, là où il a eu des étoiles dans les yeux, c'était bon, ok, c'était bien de retomber un peu sur nos pattes sur le coût de travaux, mais ce qu'ils ont vu, c'est que eux, ils voient le très long terme. Le bailleur social, ils font des crédits sur longtemps, et c'est eux qui sont responsables du bâti sur très longtemps. Ils se sont dit, bon, globalement, du bâti, c'est du bâti, on n'y fait pas grand-chose, c'est stable, il n'y a pas de sujet. Par contre, ce qui nous coûte cher, c'est les équipements. Et le fait d'avoir, au lieu d'avoir 8 chaudières individuelles, d'en avoir une seule collective, bah, je divise par 8 mes coûts de maintenance annuels. Et ensuite, ils savent très bien que eux, ils font des crédits sur 40, 50 ans, les bailleurs sociaux. Ils savent très bien qu'une chaudière, ça dure pas 40 ans. Donc, est-ce que dans 15 ans, 20 ans au mieux, j'ai besoin de changer 8 chaudières ou j'ai besoin de changer une? C'est pas du tout la même histoire. Donc voilà, économiquement, quand on raisonne un peu plus global, on voit qu'on peut retomber sur nos pattes avec d'autres sujets. Mais si on regarde juste le coût des murs, on voit que ça fait assez mal la différence. Hein, on passe de 149 euros le mètre carré à 356 euros le mètre carré. Et là, je vous parle là, c'est un projet qui est en train d'être livré. Hein, donc, c'est pas juste du chiffrage économiste. Là, on est sur du réel, appel d'offres et concaténation de tous les lots. Parce que c'est pour ça que je vous dis, y compris toutes les finitions. Donc, ça veut dire peinture, placo, doublage, gros œuvres, évidemment, pour la partie brique, et puis ossature bois, préfab pour la partie paille, et habillage extérieur. Et ce dont on se rend compte, c'est que ce qui fait très mal à la construction bois, et en l'occurrence, dedans, il y a de la paille, hein, mais ce qui fait très mal à la construction bois, c'est surtout la question de la finition extérieure. Parce que là, vous avez donc 195 euros, c'est le coût de ossature bois, paille livrée, fournie, posée. On se dit, bon, on est un peu plus cher, mais on a quelque chose qui est beaucoup plus performant d'un point de vue thermique et qui est beaucoup plus performant d'un point de vue carbone. Donc, à la limite, pourquoi pas, si en plus je m'y retrouve sur mes systèmes, ça peut être cool. Mais ce qui fait très très mal, c'est le coût de la finition. Là, on est à 161 euros juste pour l'habillage extérieur. Et ça, c'est une grosse différence. Le coût d'un enduit sur maçonnerie, c'est pas du tout le même que le coût d'un bardage sur ossature bois. Si les maisons si les maisons pardon, en briques étaient également bardées, finalement, on aurait beaucoup moins de différentiel entre les deux. Mais là, le fait d'avoir fait des finitions enduites sur la brique versus finition bardage sur l'ossature bois, eh ben, il y a un énorme gap entre les deux. Puisqu'on est plutôt à 35-40 euros le mètre carré pour de l'enduit sur maçonnerie, alors que là, on est à 160 sur du bardage. Donc voilà pour ce petit retour d'expérience. Dites-moi si vous avez des questions là-dessus. J'ai vu un truc s'afficher, mais je ne l'ai plus. Là, il y Je avait te une question. propose qu'on avance quand même, parce que là, on est en train de commencer à dépasser sur le timing. Ok, Il est déjà 13h17. Donc, comme ça, on prend toutes les questions à la fin, si ça te va. bon.
Et ben, j'enchaîne donc du coup sur la question de la formation. Là, l'idée, c'était de vous présenter un peu des trucs concrets et puis de vous amener à vous poser des questions et à monter en compétences. Donc, depuis pas très longtemps, là, il existe un module complémentaire à la Propay. L'idée, c'est que la formation Propay, c'est une formation plutôt réglementaire où on apprend les règles, on apprend qu'est-ce qu'il faut respecter et comment on utilise les règles pro. Mais vous l'avez vu pour ceux qui l'ont fait, et j'espère que à peu près tout le monde l'a fait. Euh, c'est une formation pluridisciplinaire dans laquelle vous avez aussi bien des entreprises de charpente, vous avez des architectes, des bureaux d'études thermiques, voilà. Chacun vient avec son métier et repart avec son métier. Il y a un besoin quand même d'avoir des montées en compétences spécifiques pour chaque métier. Et en l'occurrence, pour la maîtrise d'œuvre, donc il y a ce module qui dure 2 jours. Et l'idée, c'est d'être vraiment opérationnel sur qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre. Voilà. Donc rédiger des pièces écrites, des pièces de marché, comment je fais, pourquoi, comment j'analyse des appels d'offres et des devis entreprises que je reçois, comment je vais pouvoir élaborer une approche économique de mon projet. On en a un petit peu parlé là du coup. Euh, et ensuite, après, il y a des questions aussi sur le suivi de travaux, les fiches contrôle qualité, comment je le fais concrètement sur mes projets. Voilà. Et donc pour ça, je vais peut-être pas le lire là, mais vous l'aurez donc dans le support où il y a le programme qui est détaillé sur tout ce qu'on voit dans cette formation-là. Et vraiment, enfin, le retour d'expérience qu'on a eu de ceux qui l'ont suivi, c'est qu'ils en étaient très, très satisfaits et très contents d'avoir eu tout ça qui est arrivé pour eux. Voilà. Parce que c'est vraiment opérationnel, on rentre dans des détails, on voit plein de points d'attention et plein de points de vigilance super importants qui vous évitent d'avoir des sinistres, justement. Grâce à ceux qui en ont eu avant, on a du retour d'expérience et aujourd'hui, on va pouvoir faire moins de sinistres. Mais pour ça, ça nécessite quand même une montée en compétences. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à vous former là-dessus. Et donc, avec Ecobat, la prochaine qu'on organise, elle est donc le 12 et 13 mai à Orléans. Voilà. Orléans, c'est assez central en France, donc c'est aussi pour ça qu'on l'a mis là. Voilà. Je sais pas si donc, je peux répondre un peu aux questions. Ouais. Super, oui, je te laisse prendre les questions. On en a quelques-unes sur est-ce Ouais. que les maîtrises d'ouvrage se forment aussi ou est-ce qu'il y a de la sensibilisation? Je sais que nous, on en fait avec Ecobat, mais je ne sais pas si toi, tu en fais aussi de ton côté. Oui, alors, bah, c'est comme pour les architectes. Il y en a qui et il y en a qui pas. Donc, oui, oui, il y a des formations. Il y a un module complémentaire maîtrise d'ouvrage, en l'occurrence. Enfin, c'est même, pour le coup, pour les maîtrises d'ouvrage, c'est pas un truc qui est post-propal, parce que c'est pas des concepteurs, mais c'est un module d'une journée sur bah, vous, maître d'ouvrage, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, comment il faut faire, et aussi d'un peu les éclairer sur bah, vous voulez des bâtiments performants en paille, il y a aussi des impératifs. Et là, on tire un peu dans votre sens en disant, bah, si vous voulez des trucs performants, qualitatifs, etc., il ne faut pas payer des architectes à 5% du marché de travaux. Donc voilà, c'est aussi des trucs qu'on essaye de mettre sur la table avec eux. Donc oui, il existe une formation là-dessus. Je vais en faire une, bah, oui, la semaine prochaine, j'en fais une en Normandie pour des bailleurs sociaux. Donc, n'hésitez pas à leur proposer aussi de se former parce que c'est toujours mieux quand plus de monde est bien sensibilisé au sujet. Plus on sera, plus ça ira dans le bon sens. On a Pourquoi ne aussi... pas faire une formation globale au Exactement. lieu de deux? Parce que tout le monde n'a pas les mêmes métiers, n'a pas les mêmes besoins. Si on emmène des maîtres d'ouvrage dans la formation maîtrise d'œuvre, il y a la moitié de choses, ils vont même pas comprendre de quoi on parle. Donc, c'est vraiment un choix stratégique, mais aussi logique, de se dire que on a la ProPaille qui est pour toutes les personnes concernées par la conception, par la mise en œuvre de la paille, qui pour le coup, elle est commune à tout le monde. Mais ensuite, il y a besoin de modules plus spécifiques pour chaque cœur de métier. Et donc, c'est pour ça qu'il y a maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, métier du bois, métier des enduits, assureur et bureau de contrôle, et tout ce qui est lot technique, CVC, élect, plomberie, etc. C'est aujourd'hui les 6 modules qui existent. Et il y a un module AMO qui existe, mais là pour l'instant qui est un peu une initiative privée, mais qui va devenir un module RFCP. Et puis après, il y a la question sur les enduits extérieurs. Est-il envisageable ou à venir? Bah oui, tout à fait. Un enduit extérieur sur paille, c'est déjà fait et ça continue à se faire, hein.
Euh, Par contre, on n'est pas du tout sur du 40 euros le mètre carré, hein. Enduit sur paille, vous êtes plutôt à 200. Voilà. Donc, bon, ça dépend des projets, ça dépend des expositions, etc. Mais le moins cher que j'ai vu récemment, hein, je parle de prix récent, on était à 170 et le plus cher, on était à 250. C'est pas du tout le même ordre de grandeur de prix. Sur des maisons individuelles, ce sera jamais compétitif, c'est clair et net. Euh, Là où ça peut être plus intéressant, c'est sur des plus gros projets où on va avoir des ambitions feu, par exemple, qui sont compliquées. Et vu que l'enduit euh, est stable au feu pendant 2 heures, bah, ça permet de se dire là où j'ai des ambitions feu importantes, si je dois le faire avec des plaques, ça va me coûter cher. Donc là, ça devient compétitif de faire de l'enduit sur paille euh, pour l'extérieur. Voilà. Et puis après, sur les enduits sur paille extérieure, il y a une grosse notion d'exposition aux intempéries. Et ça dépend aussi où est-ce que vous construisez. Si vous construisez front de mer dans le Cotentin, c'est pas le même sujet que de construire centre-ville à Rennes. Voilà. Eh bien, on est arrivé au bout des questions. Je te propose qu'on termine là-dessus. En tout cas, il y a beaucoup de remerciements pour dire que c'était très intéressant et beaucoup de retours. Donc, est-ce que ça te va si on s'arrête là-dessus? Moi, ça va, voilà, si j'ai été là Je vais pour peut-être répondre aux questions s'il y en a. complètement. Bah écoute, on a plus d'autres. Je vais juste préciser aussi sur les formations. C'est comme la formation ProPaille. Nous, avec Ecobot Développement, on accompagne sur la partie euh, prise en charge avec vos OPCO, donc prise en charge financière. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai aussi ça dans le mail à la suite avec le replay. Eh bien, Oui, c'est merci vrai que c'est important beaucoup. bien, tu as raison de le préciser, c'est que Mm, les formations il y a une prise en charge, alors plus ou moins partielle ou totale, ça dépend de votre régime et de vos caisses, tout à fait. etc. Mais en tout cas, il y a de la prise en charge possible, il y a du financement. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est dommage de devoir essuyer les plâtres sur chantier et de se prendre des gamelles, alors qu'on peut anticiper et éviter ce genre de choses. Tout à fait. Et en plus, quand c'est pris en charge, enfin, faut pas se priver là-dessus. Nous, on vous accompagne avec Orlane et David sur ce sujet. Eh ben, merci beaucoup. Émeric, merci pour toutes ces informations. Là, on va pouvoir conclure. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. On reste disponible par mail pour y répondre. On vous souhaite à toutes et tous Merci. une très bonne journée. Au revoir, merci à tous.